Bonjour et bienvenue dans ce nouveau PaniniCast, le podcast d'édition Panini. L'événement en ce moment, ce n'est ni la sortie de Furiosa au cinéma, ni la reprise de Drag Race avec sa saison 3, mais les Panini Big News, un des temps forts de notre communication, où nous vous annonçons toutes les sorties qui feront l'actualité des prochains mois. Pour celles et ceux qui nous découvraient avec cet épisode, je m'appelle Émile Marambert et je travaille au service commercial de Panini, et je suis accompagné, comme à chaque fois, de notre committee manager et, pour l'occasion, maître de cérémonie des Big News, Aurélien Dives. Salut Aurélien, très joli nos papillons. Merci, je me suis mis sur mon 31 pour l'occasion. Ça me permet aussi de préciser que nous allons ici faire un débrief des Big News, en s'intéressant en particulier à certains des trips, ceux où on a un petit quelque chose à vous dire sur les coulisses ou sur notre rapport à telle œuvre ou telle œuvre. Mais que si vous voulez la liste complète des Big News, on va pas vous le faire un listing extrêmement désagréable à l'oral. Vous pouvez les retrouver sur tous nos réseaux sociaux, mais aussi vous pouvez le retrouver sur notre newsletter qui est disponible sur la plateforme Substack. Donc vous pouvez soit la consulter sous forme de notes de blog sur Substack, soit ce que je vous conseille moi de mon côté, c'est de vous inscrire à la newsletter pour avoir tous les mois ou justement une fois comme ça de temps en temps, 2 fois par mois, toutes les news importantes et tous les temps forts de notre actualité. Allez, on commence avec le teaser. Donc là, t'as annoncé pas mal de choses niveau Spider-Man, non ? Oui, tout à fait, et parmi les premières annonces qui ont été faites, nous avons évoqué une nouvelle série régulière en VO qui s'appelle Spectacular Spider-Man, avec au scénario Greg Weisman et au dessin Caïd, j'ai envie de dire, Humberto Ramos. Ouais, Humberto Ramos qu'on a pu surtout admirer récemment pour les dessins de Strange Academy, ouais. Qui était un de nos best-sellers récents dans cette espèce de... Bon, on a souvent dit Harry Potter chez Marvel, ouais. Et c'est vrai que Ramos, c'est un dessinateur qui effectivement a ce côté très merveilleux, très magique aussi. Il a vraiment un style graphique que j'aime beaucoup en tout cas, et qui arrive à aussi bien servir des récits très noirs que des récits très merveilleux. Ouais, puis c'est vrai que comparé à ses tout débuts où son côté très cartoony avait pu braquer un peu certains lecteurs, il a adouci un petit peu le côté cartoony qu'il avait à la base. Alors il a toujours un trait quand même avec des angles et des choses comme ça, mais il a su trouver tout un nouveau public plus fan de comics classiques parce que son style est à un point d'équilibre où c'est son propre style. Et à la fois, c'est un style qui est vraiment, je trouve, porte-étendard de Marvel maintenant, j'ai envie de dire, quand on pense au Marvel actuel, Humberto Ramos, il est un peu, je trouve, parmi ces styles qui vont satisfaire énormément de monde. Ouais, quand il a quitté ce style purement cartoon on va dire, années 90, début 2000, le style un peu à patoun, parce qu'ils ont tous des grosses patounes, un peu les personnages, tout à fait. Des fois, dans certains de ses premiers dessins. Et c'est vrai que maintenant, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et en particulier cette série-là, qui, d'ailleurs, ça m'a surpris, était, je crois, la première série régulière qui a et Miles Morales et Peter Parker dans le même contenu en fait. Ouais, ils ont bien sûr déjà vécu des trucs dans les 2 mini-séries Spider-Man de Bendis, ils ont déjà bossé ensemble à plus d'une reprise dans leurs séries respectives en fait, ou dans des crossovers, mais en termes de séries régulières ensemble, c'est la première, et au moment là où on enregistre le podcast et où on a fait les Big News, là, le premier arc est pas encore fini, mais déjà c'est vraiment super chouette, hyper dynamique, il y a plein d'idées. Greg Weisman de toute façon est quelqu'un de très talentueux, donc c'est chouette de le voir là-dessus. J'allais y venir, c'est vrai que pour les nostalgiques, c'est celui qui avait co-scénarisé Les Gargoyles, ouais. Une grande série d'animation qui a bercé mon enfance. Et qui était sur la saison 1 de Star Wars Rebels, avant justement de faire la mini-série Kanan, donc avec Pepe Larraz au dessin. Donc il aime bien s'entourer de bons dessinateurs. Hein. Ça va, il a bon goût. Autre scénariste qui a plutôt bon goût, c'est Tom Taylor, dont on va sortir un Deluxe qui va compiler tout le travail qu'il a fait sur Spider-Man. Ouais, donc globalement, en fait, sa série Friendly Neighborhood Spider-Man, plus 2 one-shots, dont principalement celui qu'il a écrit durant War of the Realms, où il y a Spider-Man qui fait équipe avec Captain America, Luke Cage et Iron Fist. Et c'est super chouette, en fait. C'est pas genre la grande série Spider-Man que tout le monde réclamait à corps et à cri, c'est plutôt la petite série Spider avec énormément de cœur. Tous ceux qui connaissent Tom Taylor
Taylor pour ses travaux sur des Elseworlds chez DC ou sur des choses comme Nightwing, voilà, ou Teen Titans, enfin Titans. Voilà, le savent, c'est un auteur qui aime mettre beaucoup de cœur. C'était aussi le cas sur la série All New Wolverine. Et c'est vrai que sur Spider-Man, son style correspondait vraiment bien. Le fait de lui avoir fait écrire une itération, on va dire, de la série Friendly Neighborhood Spider-Man, donc une série qui va s'intéresser avant tout au côté Spidey, dans son côté urbain, le plus proche, le plus etc. Ça colle vraiment bien, ça fait sur bien le job. Et notamment, il y a un épisode que tous ceux qui auront déjà lu vont se rappeler, avec un jeune fan de Spider-Man qui souhaite devenir son sidekick et qui donne un des épisodes les mieux écrits du run. Et puis on parlait de cœur, le prochain récit aussi Spider-Man qu'on sortira, c'est dans un format un peu différent, c'est le Spider-Man bleu de Jeff Loeb et Tim Sale, dans le même format qui, on l'a appelé édition définitive en fait parce que c'est un peu l'édition qui va rendre hommage vraiment au dessin de Tim Sale et aussi au génie de Jeff Loeb pour nous arracher des larmes. C'est ce format-là avec un effet un peu faux cuir qui vous a beaucoup plu en tout cas sur le Daredevil jaune et qu'on est très content de pouvoir proposer à nouveau avec le deuxième chef-d'œuvre en fait de la tétralogie couleur. Et alors, on l'a pas évoqué avant l'enregistrement, donc peut-être que je vais te mettre dans une sale situation, mais je me fais le porte-parole des lecteurs qui m'ont évidemment bombardé de questions à ce sujet. Qu'en est-il, forcément, de Hulk gris et de Captain America blanc ? En fait, à l'époque, quand Marvel a sorti les Gallery Editions, ça correspondait à un projet qu'on va déjà faire depuis longue date avec le Daredevil jaune. Finalement, on a servi de ce contenu-là pour enrichir notre édition de Daredevil jaune. On s'est servi aussi de ce contenu-là pour le Spider-Man bleu, et de ce que j'ai vu aux États-Unis, il y a un contenu qui existe aussi en Gallery Edition pour le Hulk Grey et le Captain America White. Le truc étant que malheureusement, c'est deux récits qui ont un peu plus de mal en fait en termes de public, de ce que j'ai pu observer sur les ventes des must-have. Donc pour le moment, il n'y a rien de prévu, mais en tout cas, si jamais l'accueil du Spider-Man bleu est au rendez-vous au même titre que celui qu'il y a eu autour du Daredevil jaune, il n'est pas impossible qu'on essaie de faire quelque chose pour pouvoir proposer la tétralogie de la meilleure des manières. Alors là, on fait chronologiquement par rapport aux annonces des Big News. Là, on va en zapper quelques-unes. Comme on l'a dit, on va pas vous faire un listing de tout ce qu'il y a d'annoncé parce que sinon, ça va devenir un peu indigeste à écouter à l'oral comme ça. Et du coup, là, on va faire un petit saut jusqu'à aller sur un titre rétro. Un saut temporel même, carrément. Ouais. Ah oui, parce qu'on va remonter loin dans le passé avec le tournoi des champions. Donc le tournoi des champions, pour ceux qui n'étaient pas nés et qui sont nombreux, c'est en fait, il y a toujours eu un truc rigolo là-dessus, c'est que Secret Wars, les guerres secrètes, le premier crossover, en fait la première saga événement, parce que c'est pas un crossover vu qu'il y a pas plusieurs séries, c'est toujours considéré comme étant justement les guerres secrètes. Sauf que le tournoi des champions est sorti 2 ans avant, il date de 82, Contest of Champions, et il est le premier récit à mettre en scène plein de super-héros Marvel. Alors, avec un récit un peu prétexte, c'est une mini-série en 3 gros épisodes, donc c'est plus court, ça a moins d'ambition que les guerres secrètes des années 80, mais c'est quand même le tout premier. Alors c'est rigolo parce que c'est vrai que dans le côté historique, dans l'esprit de tous, etc., c'est les guerres secrètes, la première grande saga comme ça, alors que c'est quand même le tournoi des champions, quoi. Je pense que c'est parce que les guerres secrètes a aussi peut-être eu plus de conséquences, étant donné que le but c'était aussi de changer et d'apporter le plus de changements esthétiques pour des figurines de mémoire. Donc du coup le Spider-Man a eu sa tenue noire, il y avait aussi eu... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement déjà Il y avait eu le changement chez les FF avec le départ de la chose. Non mais c'est vrai qu'en termes d'ampleur, parce qu'encore une fois, on parle d'un côté d'une mini-série en 3 épisodes avec absolument 0 conséquences, alors que de l'autre côté, Secret Wars a énormément de conséquences, a duré 12 épisodes. Voilà, c'est pas la même chose, mais il y a toujours ce truc un petit peu, on réécrit l'histoire en disant que c'est Secret Wars le premier, alors que non, c'est le tournoi des champions. Et en plus, il y a une partie artistique qui est servie par un très jeune Romita Junior de mémoire.
Oui, tout à fait. C'est John Romita Jr. avec notamment Mark Grunwald au scénar. Après, on va pas se mentir, hein, comme on l'a dit, ça a pas une ambition démesurée. C'est un truc plutôt prétexte pour mettre en scène plein de héros au même endroit. Mais bon, bah il y a un côté historique, c'est cool, c'est le marqueur d'une époque et surtout, bah ça a ce truc d'être un peu le tour de chauffe de Marvel qui se dirige vers les grandes sagas avec après les guerres secrètes et des choses chez les X-Men comme Inferno et compagnie. D'ailleurs, puisque tu parles d'X-Men, on a ce week-end accordé beaucoup de place aux annonces liées aux mutants. Ouais. Et j'aimerais qu'on s'attarde sur 3 d'entre elles, à commencer par le Allman Logan. Oui, donc Allman Logan en Deluxe, évidemment Allman Logan en Deluxe, ça existe depuis longtemps, vous allez me dire, c'est la maxi-série de Mark Millar et de Steve McNiven, mais depuis le Secret Wars de Jonathan Hickman, il y a eu une série régulière Allman Logan, d'abord une mini-série par Brian Michael Bendis et Andrea Sorrentino, puis une série régulière par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino et d'autres dessinateurs par la suite. Et en fait, c'est vrai que on les avait publiés dans les kiosques, puis après en 100%, et c'est vrai que ça faisait un moment que certaines personnes me disaient « mais allez-y, sortez-les en Deluxe », et c'est vrai que c'est pas illogique. Donc maintenant, il va y avoir le tome 1 de la série qui va être donc la mini-série qui se déroule durant Secret Wars de Brian Michael Bendis et le début de la série de Jeff Lemire, et donc où on retrouve Allman Logan, donc ce vieux Logan un peu désabusé on va dire, mais cette fois-ci dans l'univers Marvel classique. Ouais, et puis c'est vrai que c'est une série qui est assez intéressante pour déjà voir le parcours de Lemire dans le mainstream. Parce que c'est vrai que c'est un scénariste qui a marqué aussi bien DC et Marvel pour des raisons différentes avant de voler de ses propres ailes en indé. Et puis on fait partie des éditeurs à une moindre échelle aussi qui continuent de proposer du Lemire, notamment Phantom Road en indé ou Family Tree. Mais c'est vrai que Lemire, je trouve que si on met de côté peut-être son passage sur les mutants, qui est un peu moins marquant, je dirais que son Hawkeye, qui était la suite du Matt Fraction et David Hara, et aussi son Allman Logan, sont des séries que je trouve plutôt intéressantes. Ouais, carrément. C'est des séries à ambiance, j'ai envie de dire. Mm. Il y a vraiment ce côté... j'ai parlé d'un Logan désabusé. Vraiment, on sent ce côté-là, la mélancolie, une personne qui porte le poids du monde sur ses épaules, etc. C'est quelque chose qui traverse l'œuvre et qui est, j'allais dire, est assez chouette. Oui, dit comme ça... Oui, ouais. Surtout vu la finalité de la série, où petit à petit, on va continuer de suivre Allman Logan jusqu'à ce qu'il devienne Deadman Logan. Oui, voilà. Mais bon, il y a quand même quelque chose de prenant dans ce parcours d'un vieux guerrier. Très Red Dead Redemption 2, où en fait tu sens le poids, c'est des années où Ouais. le mec, tu sens que il va pas passer l'hiver. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait d'hiver et de Wolverine, on était aussi très contents. On l'avait peut-être teasé aussi plus ou moins à diverses reprises au cours de l'année. On est très content de pouvoir aussi sortir en édition prestige noir et blanc, peut-être un des grands chefs-d'œuvre dédiés au personnage, qui est l'Arme X. Ouais. Et l'Arme X, du coup, dans un format qui est très particulier parce que l'édition noir et blanc est une édition qui est très rare. À ma connaissance, il n'y a eu qu'une édition hollandaise. Et alors, vas-y, raconte, parce que toi, moi, je connais le background de tout ça, mais tu devrais le raconter, là. C'est vraiment... Ouais. En fait, je l'avais dit que en cette édition-là, un certain auteur m'en avait parlé, et c'est vrai que durant les tournées dédicaces de Paul Renaud, quand il est venu à Nice, on avait parlé de diverses choses, et il m'avait évoqué l'existence d'une édition qui est très recherchée par les collectionneurs, qui est une édition hollandaise, du coup, de l'Arme X en noir et blanc. Moi, je connaissais l'Arme X qui a été réédité très récemment chez Marvel en Gallery Edition, et à la fin, il y avait des pages qui étaient du coup noir et blanc, mais il n'y avait pas le reste. Et il y avait une édition, du coup... que Paul Renaud visiblement convoitait, parce qu'elle est très belle. Et du coup, en rentrant le lundi au bureau, j'en parle à la rédaction italienne. Et en fait, Matteo, donc le coordinateur éditorial de Marvel, me dit ah oui, mais c'est marrant parce que moi aussi j'ai entendu parler ce week-end. Et en fait, il a mis la main sur les fichiers et effectivement, il a vu que des fichiers étaient disponibles. Du coup sur l'Arme X, et là en fait je me suis fait en hollandais, parce que bon c'est un peu proche de l'allemand, c'est pas exactement la même langue, mais du coup je me suis refait l'Arme X en noir et blanc sur la tablette, et c'est fabuleux. J'ai jamais vu l'Arme X comme ça,
et je pense que vous n'êtes pas prêts pour le choc graphique. Voilà, donc on peut dire aussi merci à Paul Renaud, merci à Matteo, et voilà, et vous allez vous prendre une claque monstrueuse avec cette version noir et blanc. Ouais, je pense qu'avec le Silver Surfer de Castellini, c'est vraiment 2 jalons en fait qu'on aura dans l'année au niveau noir et blanc, 2 claques différentes, mais vraiment de la même ampleur. C'est-à-dire que l'Harmony X, on a beau l'avoir lu, relu et re-relu, là le choc sur le noir et blanc est assez dingo, même si j'aime beaucoup la couleur. Là, c'est vraiment une édition à posséder, et je dis pas du tout ça encore une fois parce que je suis partie prenante, mais vraiment la partie graphique est incroyable. En noir et blanc, si vous avez lu Monstre, son chef-d'œuvre sorti récemment chez Delcourt, c'est vraiment on voit en fait le trait de Winsor Smith de la même manière, c'est-à-dire la brutalité des personnages, le trait, enfin je suis vraiment trop content qu'on puisse le sortir, hein, vraiment, et je pense qu'il y a beaucoup d'acheteurs, comme des fois c'est le cas étrangers, je vois des fois ça avec les coffrets qu'on a pu faire sur Demon Days et Demon Wars, qui vont encore être jaloux en fait des éditions qu'on propose en Europe, parce que c'est vrai que là pour le coup c'est un sacré beau bébé. Et alors sur on va dire une tout autre braquet, hein, sans vouloir jeter la pierre, c'est juste que oui, c'est vrai que le Weapon X de Barry Windsor Smith, il n'y a pas grand monde sur ce braquet-là, de toute façon. C'est le must-have X-Men Extermination de Brisson au scénario et Pepe Larraz au dessin. Un Pepe Larraz qui à ce moment-là est en train en fait d'affûter ses crayons sans qu'il le sache vraiment avant House of X Powers of Ten. Et en fait, Extermination, ouais, c'est vraiment peu de temps avant, c'est quoi, 6 mois, 1 an avant House of X, et c'est le récit qui met un terme à la saga des jeunes X-Men venus du passé lors de All New X-Men de Brian Michael Bendis. Et en fait, c'est un récit qui peut se lire vraiment de manière autocontenue, au-delà de son aspect, on va dire comme ça, conclusif, quoi, qui est super beau. Voilà, hein, faut dire ce qui est. Et en plus de ça, déjà là en plus la solution trouvée par rapport aux jeunes X-Men, moi je la trouve super élégante. Et en plus de ça, en fait c'est la première publication librairie réelle de X-Men Extermination. Avant ça, il était sorti en softcover, alors en un tome, quoi, on va dire, donc je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui l'avaient en tant que comme ça que mini-série, mais là c'est la première édition cartonnée du coup d'Extermination, et vraiment c'est une chouette mini-série, c'est celle qui introduit aussi le jeune Cable, voilà, il y a plein d'idées dedans, il y a plein de choses assez cool, c'est un rouage dans l'histoire des X-Men, mais ça joue un petit peu un côté prologue à House of X qui est assez chouette. C'est assez marrant en plus parce que je crois que c'est un des premiers récits qui est sorti quand je suis arrivé chez Panini. Donc là, je me rends compte que petit à petit, je commence à prendre de l'âge parce que je vois les rééditions des titres qui étaient des nouveautés à l'époque. À un moment, tu seras comme moi. Intégral 97, je m'en rappelle. C'est pas drôle. Ouais, en tout cas, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Ça, j'aurais pu dire John Byrne. Non, c'est vrai qu'effectivement, c'est, comme tu dis, un rouage, certes, mais un très joli rouage. Ouais. On retourne à Marvel ? Et ouais, avec un très joli morceau qui n'est autre que Avengers Twilight. Tout à fait, Avengers Twilight. C'est rigolo parce qu'en fait, c'est une série qui a été imaginée, en tout cas où le point de départ a été imaginé par Tom Brevoort, donc l'éditeur du titre, il y a de ça environ 6 ans. C'est une des séries dont il dit la gestation a été la plus longue. Il a confié son idée de départ, qui était vraiment juste, voilà, en gros, les Avengers dans un futur un peu, voilà, dystopique, à Chip Zdarsky, qui a du coup commencé à imaginer toute une histoire autour de ça. Et avec l'aide de Daniel Acuna, ils ont fait un chef-d'œuvre, j'ai envie de dire. Ou en tout cas pas loin, hein. Je sais pas à quel point on peut dire que c'est un chef-d'œuvre, mais... Je suis toujours un peu vigilant à bien employer, effectivement. Alors peut-être qu'on n'a pas assez de recul, mais en tout cas, je pense à un des meilleurs récits Elseworld, hors continuité, tout ce que tu veux, de Marvel depuis un petit moment, ouais. Ouais, hein. Dans ce côté vraiment... vous connaissez vaguement les Avengers, vous connaissez vaguement ce qui les représente, et on va vous proposer une mini-série clé en main avec derrière...
un statu quo qui change, en l'occurrence, et si les gens n'écoutaient plus Captain America et fait n'importe quoi pendant que pendant qu'il vieillissait. Et ouais, on arrive vraiment au crépuscule des Avengers, avec ce qu'ils représentent, et une société qui est devenue totalement, ouais, on peut dire fascisante en fait, même. Ça se trouve même pas anodin qu'ils qu'ils le sortent, on va dire, très proche d'une élection présidentielle américaine. Non, je vois pas de quoi tu parles. Mais non, ouais, c'est vrai que oui, c'est très politique, c'est très intelligent, c'est bien écrit, il y a plein d'excellentes idées, le côté... c'est pas la première fois qu'on voit des Avengers dans le futur, etc. et tout ça, mais pour le coup, ouais, c'est vraiment bien fait. Non, ouais, ça fonctionne vraiment très, 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 très bien. C'est et Daniel Acuna, qui est le genre de dessinateur qui peut être un petit peu, j'ai pas envie de dire en dents de scie, mais qui a pas toujours, en fait, le niveau qu'il a là. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi qu'il a eu plus de temps ici, et c'est vraiment incroyable les planches qu'il délivre ici, quoi. C'est vraiment de la folie furieuse. La palette justement de style qu'il utilise est littéralement Ouais. incroyable. C'est-à-dire que c'est un récit qui a plein de couleurs, ouais, il y a des contrastes assez fous entre des fois la pluie et puis les costumes qui peuvent être un peu rutilants en termes de couleurs. Tout est vraiment superbe, et c'est vrai que ouais, on en parlait parce que quand on suivait la série au moment de sa prépublication avec Aurélien, on se faisait une espèce de retour un peu là par écrit, et je crois que c'est au 3e ou 4e numéro, quand un événement qui se passe et un personnage qui revient, on était là en mode genre comment c'est trop beau. Ouais, non, je crois que c'est l'épisode 4 qui est vraiment, qui est vraiment en termes de rythmique et de manière de raconter, qui est une perfection. Non, vraiment très, 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 très bien, l'Avengers Story de Zdarsky Akuna. Certaines personnes l'avaient vendu un peu comme un Dark Knight Returns de Marvel ou Avengers. Le temps dira si ce sera le cas, mais en tout cas, c'est vraiment un récit qui, pareil, aborde le thème de la vieillesse et de la manière dont les héros vieillissent, ne sont plus forcément adaptés des fois à nos sociétés. Et ça, j'aime beaucoup aussi ce traitement-là. Donc Chip Zdarsky, vraiment, ouais, pas toujours un scénariste des fois qui me parle, mais là, vraiment, je trouve que il fait très très fort. Et alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, on sort en parallèle, en deluxe, ce qui est devenu au bout du compte une maxi-série sur les Invaders, les envahisseurs, avec du coup Captain America, Namor, mais aussi le Winter Soldier, voilà. Et là, au contraire, il s'intéresse au passé des Avengers, d'une certaine manière. Et c'est rigolo parce que on peut quand même faire des espèces de ponts entre les deux, en termes d'ambiance, en termes de rapport à l'héroïsme, de choses comme ça. Il y a entre autres une écriture de Namor qui est vraiment intelligente, qui est vraiment bien trouvée. Voilà, deux récits vraiment très très chouettes de Chip Zdarsky qui sortent en même temps, ou quasiment en même temps, là, et qui valent diablement le coup. Puis en plus, diablement pour Daredevil, bien joué. Et non, et Invader... Je pensais... Alors absolument pas. Mais oui, c'était ça. C'était ça, bravo. Tu as vu mon clin d'œil. Ouais, c'est ça. Tout se passe sur le Keikaku. Non, en fait, Invaders, en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça met en plus en scène des personnages qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir tout le temps dans la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, c'est vrai que moi, je pense notamment, il y a eu à l'époque le projet Marvels, il y a eu aussi 12, donc des récits qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale ou autour. Et ça, j'aime beaucoup ce genre de récits parce que c'est toujours intéressant de revenir à l'âge d'or et à l'âge d'argent. Là, ça marche beaucoup par flashback, parce que c'est vrai que sinon, on est dans le présent, l'intrigue principale est dans le présent, mais ça joue aussi avec les relations passées, qu'est-ce qu'elles deviennent maintenant, etc. Donc voilà, non, c'est vraiment riche ce qu'il fait là sur ces récits. En parlant de récits très riches, on a un énorme colosse de jade qui va débarquer en fin d'année. Ouais, donc Immortal Hulk, qu'on a annoncé en début d'année en deluxe. J'ai une explication. Voilà, qui sortira du coup en 2 omnibus. Bah vas-y. Oui, alors en fait, c'est jamais très agréable de rétro-pédaler, mais en fait, c'est pas un rétro-pédalage qui s'est fait pour les mauvaises raisons, au contraire. C'est surtout qu'entre-temps est sorti l'omnibus aux États-Unis qui présentait pas mal de choses, et notamment la série inédite en français Game of Light,
qu'il aurait été intéressant de proposer, nous, dans notre édition. Et en plus aussi, contrairement à l'édition hardcover qui était faite chez Marvel à l'époque, il y a aussi un ordre des épisodes qui a été totalement repensé pour suivre la parution en single issue. C'est-à-dire que dans les Deluxe qui étaient faits à l'époque, aux États-Unis, il y avait vraiment les épisodes qui sortaient dans l'ordre chronologique, donc de 1 à 50, mais il n'y avait pas disons les tie-in ou les petits spin-offs qu'il pouvait y avoir, ou les numéros 0, ne pouvaient pas forcément s'intercaler dans cette publication-là. Et on a donc décidé de reprendre le sommaire de l'omnibus américain, mais en le découpant en deux, parce que 1600 pages serait fait quelque chose déjà qui est illisible, et en plus qui aurait été, je pense même, vraiment pas forcément accessible, alors qu'avec Immortal Hulk, on va vraiment, nous, arriver à sortir la meilleure édition possible de cette fresque qui a duré quand même pas mal d'années. Et le problème, c'est qu'en Deluxe... ça aurait fait 4 beaux bébés de 400-500 pages à 40 €, et il nous semblait peut-être plus intéressant de couper la poire en deux, de faire 2 omnibus de 700 pages environ, enfin 700-800 pages, je n'ai plus le découpage en tête, mais on est à peu près dans ces eaux-là, pour justement arriver à proposer donc Immortal Hulk dans un grand format, avec tous les épisodes dans l'ordre de lecture idéal, et Gamma Fight en inédit, et je crois que c'est tout, hein. Oui, et au bout du compte, à un prix qui revient moins cher qu'en Deluxe. Alors, chaque omnibus est évidemment plus cher qu'un Deluxe, mais au bout du compte, 2 omnibus reviendraient moins cher que les 4 Deluxe envisagés. Et donc, bref, pour résumer, la meilleure manière d'apprécier le chef-d'œuvre d'Alewing. Tout à fait. Et on enchaîne avec du coup un autre chef-d'œuvre. On n'arrête pas de parler de chef-d'œuvre là, alors qu'on a dit qu'on essayait d'être plutôt circonspect sur le terme, mais c'est vrai que là... En plus, il y a encore un autre chef-d'œuvre derrière. Donc, c'est vrai. On termine que par des chefs-d'œuvre, et voilà, et tant pis. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Alors celui-là, d'ailleurs, le terme de chef-d'œuvre va peut-être être celui qui fait le plus réagir. C'est Gods de Jonathan Hickman et Valerio Schiti. Gods, qu'est-ce que c'est ? Quel personnage ça recouvre ? Eh bien, ça recouvre des nouveaux personnages, globalement. Alors certes, il y a un petit peu le Doctor Strange qui est là, en guest plus ou moins permanent. Certes, on retrouve des entités cosmiques, on va dire, les Gods en question un peu, qui sont des joueurs réguliers de l'univers Marvel, on va dire. Mais globalement, c'est des nouveaux personnages. Et déjà, c'est un vrai pari en soi, d'intégrer des nouveaux personnages de manière comme ça, sans tourner autour du pot, sans utiliser une équipe, genre les Avengers, et puis on rajoute un nouveau personnage. Non, là, ce sont des nouveaux personnages, c'est un nouveau titre, Gods, et ça va s'intéresser du coup au rouage de la cosmogonie Marvel, quoi. On s'intéresse à ce qu'il y a de, on va dire, le côté le plus cosmique de l'univers Marvel, et en fait dans quelque chose qui, pour moi, je trouve que ce que j'ai fait comme lien le plus direct, je veux dire, si je dois résumer God, c'est un peu John Constantine dans l'univers Marvel. On trouve cette espèce d'ambiance d'enquête un peu surnaturelle, avec un mec cool qui est prêt à faire des deals avec des créatures qui n'ont absolument pas de morale, et ces contrats, ces deals vont souvent leur péter à la gueule, et il y a vraiment ce côté-là. Je trouve en plus qu'il y a un vrai côté histoire, souvent faite en un épisode tout en ayant un fil rouge. La série en tout en 8 épisodes, mais c'est pas vraiment 8 épisodes, parce que déjà le premier en fait fait plus de 60 pages, donc c'est l'équivalent en fait de 3 épisodes. Donc on est plus proche d'une maxi-série en 12 que de quelque chose de en 8. Et ouais, on découvre ces personnages, ils ont énormément d'humanité sous leurs atours de servants de superpuissance, on va dire. Et c'est extrêmement intelligent, prenant, malin. Et encore une fois, quand je parlais d'humanité, il y a en plus tout un côté émotionnel qui fonctionne tout de suite. Et qui n'est pas forcément en plus des qualités qu'on prête à Hickman. En fait. Ouais, c'est ça, le côté émotionnel. C'est vrai que c'est pas forcément le côté auquel on pense tout de suite avec le bon John. Et tout ceci étant en plus dopé aux amphétamines par un Valerio Schiti en apesanteur. Le nombre de designs qu'il invente dans chaque épisode, le nombre de décors
incroyables, de lieux imaginés, de détails de petites créatures en train de passer au fond d'un décor, etc. C'est absolument incroyable de beauté et de magnificence. Il y a vraiment une ampleur qui est absolument démesurée dans Gods. Ouais, d'ailleurs, on s'est demandé au moment, on a lu Gods, qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? Et en fait, Matteo, donc, dont on a déjà parlé plus tôt, donc, qui est coordinateur éditorial Marvel, est revenu vers nous en nous disant by the way, il y a des fichiers noirs et blancs. Et on était plusieurs, dont Aurélien et moi, à se dire bon, quand même, ce qu'il dit c'est super beau, et notamment super beau aussi parce que, comme Pepe Larraz, il y a le travail du formidable coloriste Marte Garcia qui arrive, je trouve, à sublimer le dessin des deux. Et on se disait, bon, quand même, peut-être que noir et blanc, c'est peut-être pas indispensable. Bon, il a suffi de 2 planches pour... je crois, on a dit, ok, c'est bon. Ok, vu, on le rajoute. C'était vraiment ça, c'était vraiment... Ouais, t'es sûr, noir et blanc? Ah ouais, en fait, ouais, oui, allez, allons-y. Donc, je pense que au moment où de la l'enregistre, on dentelle. l'a encore annoncé. Ouais, c'est ça, exactement. Au moment où on l'a annoncé... pardon, on l'a pas encore annoncé au moment où on enregistre, mais là, j'ai fait quelques captures, justement, entre la version couleur et la version noir et blanc, pour le présenter. Et en tout cas, je pense que vous verrez la différence, notamment, effectivement, il y a peut-être quelques petits détails, notamment de textures qu'on va perdre avec la couleur, mais en fait, vous gagnez un détail de malade mental. Je pense notamment à une des planches les plus formidables du premier épisode, qui est lui-même formidable, où en fait, vous avez une espèce de monstre un peu cosmique avec des tentacules, et en fait, avec le noir et blanc, vous avez les détails de quasiment chaque partie de son corps. C'est un truc de malade mental, parce que j'ai des fichiers ultra HD, alors je m'amuse à zoomer en fait sur la tablette pour regarder tous les détails, c'est un truc de zinzin. Et en fait, ouais, le Gods, typiquement, c'était le projet qui est intéressant parce qu'il arrivait en plus en même temps qu'Ultimate Invasion. Et c'était marrant de voir une mécanique très bien huilée, très froide sur Ultimate Invasion qui, du coup, montrait le maker faire son univers, donc dont on a pu vous parler, et en parallèle de voir ce premier épisode triple de Gods qui était aussi d'une efficacité redoutable, avec une introduction qu'on revoyait à la fin, mais avec derrière des enjeux qui étaient différents, notamment des enjeux sentimentaux, et c'était un épisode qui est vraiment en lui-même une masterclass. Enfin, je trouve il est vraiment d'une maestria d'écriture. Enfin, c'est vraiment un super épisode. Et donc voilà, c'est une série qui effectivement ne fait que 8 épisodes, mais quels épisodes, quoi. Ouais. Et surtout, ils sont beaucoup plus longs. Ouais, non, j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous parce que c'est vraiment beau. Voilà, comme je sais que en VO ça a pas eu un succès considérable. En tout cas, je trouve pas le succès que ça aurait dû mériter, mais j'espère que le public français donnera tort au public américain et réservera un accueil tonitruant à God parce que ça le mérite largement. Voilà, et j'ai pas précisé, mais la version noir et blanc sortira évidemment dans le format dans lequel on a toutes nos éditions Prestige, donc grand format toilé. Donc si en plus vous voulez vous faire plaisir, parce qu'il sortira en octobre, normalement avec un grand format, pour vraiment profiter de cette petite perle signée Hickman, franchement, voilà, je pense que c'est un très beau cadeau à faire. Et je croise les doigts, on attend une validation pour faire d'autres choses autour de ça, notamment au niveau de l'édition, mais j'espère qu'on pourra vous en parler en temps et en heure quand ce sera validé. Et on termine avec un autre chef-d'œuvre, comme on l'a dit. Ouais, alors lui, le temps a prouvé que c'était le cas, si je veux être tout à fait objectif. Mais c'est vrai que Marvels, là c'est un peu l'inverse en plus. On parlait du rapport que Gods avait aux États-Unis versus peut-être celui qu'il aura avec la France. Marvel, c'est une œuvre qui, de ce que j'ai compris, est très appréciée aux États-Unis, alors qu'en France, aussi peut-être parce que c'est arrivé dans un moment où Kurt Busiek, c'est un peu un scénariste, j'ai l'impression, qui a un rendez-vous manqué un peu globalement avec le public français par rapport à d'autres scénaristes qu'il a pu avoir avant et après lui. Mais peut-être parce que du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens peut-être qui ont arrêté de lire les comics à ce moment-là. Ou bon, en tout cas, je me lancerai plein d'explications, mais je pense que ce serait intéressant d'un jour de faire un épisode sur Kurt Busiek, wink wink. Et donc Marvels. Un des chefs-d'œuvre de Kurt Busiek, en même temps, quel BD a-t-il fait qui n'est pas un chef-d'œuvre? Oui, mais en plus... Et Alex Ross. Ouais, et alors, tu t'as beaucoup dit Kurt Busiek et t'as peu dit Alex Ross, alors que c'est vrai que Marvels, en plus, c'est le projet d'Alex Ross qui a été
scénarisé par Kurt Busiek, mais à la base c'est même une idée d'Alex Ross, quoi. D'ailleurs, au point où les suites vraiment qu'il a pu faire thématiques sont même beaucoup liées à ça, hein. Je pense à Earthsex aussi, qui est un peu dans le même giron de projets très rossien, entre guillemets. C'est vraiment un de ces 2 grands chefs-d'œuvre qu'il a pu faire. Ouais, et c'est du coup, pour ceux qui ne le savent pas, Marvels, c'est les débuts de l'univers Marvel, en fait, que ce soit avec des personnages comme la Torche Humaine, Namor, les X-Men, Spider-Man, les Avengers, tout ça, mais vu par l'œil de l'humain, l'œil de la rue, l'œil d'un journaliste, donc qui découvre l'apparition de ces merveilles, quoi, qui viennent enrichir le monde. Et c'est intéressant en plus de lire Marvels en ayant en tête Kingdom Come, qui était aussi des grandes œuvres des années 90, où je trouve que les 2 œuvres parlent très bien des écuries respectives auxquelles elles appartiennent. Kingdom Come, c'est un récit qui est très DC, et Marvel, c'est vraiment qu'est-ce qui fait la force de Marvel, c'est-à-dire le point de vue humain sur la question, le point de vue de tous les jours, la rue, New York aussi. Et ça, c'est quelque chose d'assez formidable, je trouve. Et là, Marvels, c'est un récit qu'on avait pu à l'époque sortir dans une nouvelle édition, parce qu'en fait, pour l'anniversaire à l'époque de l'œuvre, il y a eu un chapitre supplémentaire qui est sorti. Mais c'est toujours un peu frustrant d'avoir du Alex Ross en petit format, sur du papier glacé. Et là, bon, on va un peu se faire plaisir. Et on va faire un très grand format sur le Marvels édition annotée, donc qui sera l'édition de Marvels la plus complète à ce jour. Et je pense pas trop me mouiller en disant ça, mais peut-être la plus belle pour profiter des dessins d'Alex Ross. Ouais, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'édition de Marvels Annotated ? J'ai envie de dire que celles et ceux qui ont pu admirer et profiter des éditions de Providence et de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires ne seront pas déçus, puisqu'on sera vraiment sur le même modèle. On sera donc sur un dos toilé d'environ, je crois que c'est du 20,5 x 31 cm pour être précis au niveau du format, donc peut-être le plus grand format qu'on ait fait depuis l'Absolute sur Marvels. On aura aussi du coup le papier très épais qu'on utilisait, qui a cette particularité d'être assez épais en même temps, avec les qualités du glacé mais le rendu du mat. Donc je sais pas vraiment trop comment l'expliquer, mais en tout cas on sera sur du 120 grammes. Et au niveau de la pagination, on sera sur une pagination vraiment beaucoup plus étendue, puisqu'on sera sur 504 pages, dont une bonne partie sera du bonus inédit, qui correspond en fait au moment à la ressortie de la ressortie de Marvels en édition annotée. Il y a eu énormément de bonus dans l'édition américaine, et donc c'est un bonus qu'on n'avait pas proposé jusqu'ici, et qui permettra vraiment, comme je le disais plus tôt, de faire de cette édition de Marvels l'édition annotée, l'édition définitive de ce grand chef-d'œuvre de Marvels des années 90. Et si en écoutant ça, vous êtes là, ah oui, mais moi j'aimerais bien une édition pas trop chère de Marvel, il est en must-have. Voilà, tout simplement. Oui, voilà. En fait, comme on l'a pu l'expliquer au micro d'Arnaud avec Jean-François, qu'on était passé en début d'année, on essaie dans la mesure du possible, parce que voilà, évidemment, c'est toujours compliqué et pas toujours des fois pertinent de proposer 2 éditions, de proposer des éditions qui soient à la fois plutôt accessibles et des éditions qui sont aussi pour les collectionneurs et passionnés de BD dont on peut faire partie, qui des fois, de temps en temps, pour des récits qui sont à nos yeux majeurs, de faire un très bel écrin pour se faire plaisir et puis pour avoir une belle bibliothèque. Ça fait un peu le lien avec le début de notre émission, là, sur les œuvres de Jeff Lubb et Tim Stale, les œuvres Colors, quoi, qui sont d'un côté disponibles, du coup, dans ces nouvelles éditions grand format, avec effets faux cuir, etc., mais qui sont aussi disponibles en must-have. L'un n'empêche pas l'autre. Si vous avez plutôt une petite bourse et que ça vous convient d'avoir juste le récit, vous l'avez dans ce format-là. Si au contraire vous voulez une édition magnifique, un écrin, quelque chose qui sublime le récit, on vous le propose aussi. Et du coup, voilà, là on a fait le tour des big news. Comme je l'avais dit au début, évidemment, on les a pas toutes évoquées là durant ce podcast, parce qu'on est déjà à pas loin d'1 heure, et sachant qu'on en a parlé que de la moitié, si on se laissait aller, on en aurait pour 3 heures. Donc, pour retrouver la liste complète, comme je disais, les réseaux sociaux ou notre Substack. Et on se donne rendez-vous bientôt pour un nouveau podcast. Ouais, un podcast un peu spécial, on vous en reparlera très vite. Allez, ciao Aurélien. Bonne journée.